nous voulons montrer comment obtenir des statistiques descriptives sur une variable quantitative, sur un caractère quantitatif tel que la masse du cerveau. Et ces observations proviennent d'un groupe de primates, 13 primates. La masse a été mesurée en kilogrammes. Essayons de décrire ces observations autant que possible. On va dans Données, Analyse des données, Statistiques descriptives et OK. Je vais sélectionner les observations. Elles sont groupées en colonnes. La case Labels in First Row est cochée car, comme on le voit, la première ligne du tableau contient un label. Et il faut s'assurer que Summary Statistics est coché, Confidence Level for Mean est aussi coché. Et je clique sur OK. Je vais l'appeler Statistique. Je vais arrondir ces observations. Donc, je sélectionne, je fais un clic droit de la souris, je vais dans Format Cell, Number, disons 3 décimales, et je fais OK. La moyenne vaut 1,298, c'est la masse moyenne du cerveau des primates de l'échantillon. Alors, c'est ce qu'on appelle une estimation ponctuelle. Elle ne nous apprend rien d'autre que ce que l'on peut connaître sur l'échantillon, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de la masse moyenne du cerveau d'un primate de la population, et pour cela, il faudrait recourir à un intervalle de confiance à 95%. Il s'agit d'une mesure échantillonnale. Alors, l'erreur standard est de 0,072. Il s'agit de la précision de cette estimation de la moyenne. Et en fait, l'erreur standard est importante. Elle est utile pour calculer un intervalle de confiance pour connaître la vraie masse moyenne du cerveau dans la population de ces primates. Donc, on ne va pas l'interpréter de façon isolée. Il faut combiner la moyenne et l'erreur standard de la moyenne pour arriver à un intervalle de confiance, lequel va nous apprendre, va nous renseigner sur la masse du cerveau dans la population. Mais il s'agit tout de même de la précision de la moyenne estimée. Alors, si vous demandez comment cette erreur standard a été calculée, eh bien, en divisant l'écart type, qu'on va interpréter dans quelques instants, par la racine carrée de la taille de l'échantillon. D'accord? Si je fais écart type divisé par racine carrée de 13, 13 étant la taille de l'échantillon, j'obtiens l'erreur standard. La médiane est égale à 1,36 et cela signifie que 50% des primates de l'échantillon ont une masse de cerveau inférieure ou égale à 1,36 kg et bien sûr, l'autre moitié, les 50% restants, ont une masse de cerveau supérieure ou égale à 1,36. Et par conséquent, la médiane est une mesure de tendance centrale. C'est une sorte de valeur milieu des observations de l'échantillon. Si vous classez ces observations par ordre croissant et que vous demandez quelle est la valeur milieu, celle qui laisse 50% des observations à gauche et 50% des observations à droite, eh bien vous trouvez 1,36. C'est la masse médiane du cerveau chez les primates de l'échantillon. On voit que la médiane est légèrement supérieure à la moyenne. Le fait que la médiane soit supérieure à la moyenne indique que la distribution de la masse du cerveau a une tendance asymétrique vers la gauche. Le mode égale à 0,97. Alors, le mode est la valeur la plus fréquente, la plus occurrente. Donc, si on regarde toutes les masses observées pour les 13 primates de l'échantillon, on verra que 0,97 est la valeur la plus fréquente. Et de manière générale, si la moyenne, la médiane et le mode sont égales ou sont très proches, cela indique une distribution symétrique. Et pensez par exemple à la courbe en cloche, la loi normale comme on dit. Ici, le mode est inférieur à la moyenne, qui elle-même est inférieure à la médiane. Ce sont là les caractéristiques d'une distribution asymétrique vers la gauche, une asymétrie négative. L'écart type est de 0,26 et son carré, qu'on appelle la variance, égale à 0,068. Alors, l'écart type et la variance sont ce qu'on appelle des paramètres de dispersion. Ils mesurent le degré de variabilité observée dans l'échantillon. Regardez ces observations. Le premier primate a une masse de 1,22 kg, le second 1,37 kg, le troisième 1,38 kg, 0,82 kg, etc. Et si vous imaginez que tous ces primates ont même masse de cerveau, imaginez qu'on ait 1,22, 1,22, 1,22, eh bien il n'y aurait pas de variabilité, il n'y aurait pas de variation, il n'y aurait pas de variance, l'écart type serait égal à 0, la variance serait égale à 0. Aussitôt qu'il y a une variabilité, l'écart type et la variance capturent le degré de changement, le degré de variance, le degré de variabilité
dans les observations. Plus les observations sont éparses, plus l'écart type est grand et plus la variance est grande. Plus les observations sont rapprochées les unes des autres, et plus l'écart type est faible et plus la variance est faible. À la limite, lorsque toutes les observations sont égales, l'écart type est nul et la variance est nulle. Alors, avec l'écart type et la moyenne, on peut calculer un paramètre qui n'apparaît pas dans ce tableau et que je trouve moi très important. C'est ce qu'on appelle le coefficient de variation. Alors, je vais l'ajouter parce que Excel ne nous le calcule pas et nous allons voir comment le calculer. Donc, le coefficient de variation et qu'on note CV qui se calcule en faisant l'écart type, ici 0,26, divisé par la moyenne, ici 1,298, et on voudrait l'exprimer en pourcentage, et donc on va multiplier par 100, donc fois 100, en pourcentage, et je vais formater la cellule pour ne garder que 3 décimales. Ou alors je peux simplement faire le calcul sans multiplier par 100 et puis aller dans pourcentage. OK. Voilà. Le coefficient de variation est de 20,043%. C'est très intéressant parce que ce coefficient de variation, qui est calculé comme le rapport de l'écart type par la moyenne, n'est-ce pas, c'est donc un écart type relatif, il mesure le degré d'homogénéité ou d'hétérogénéité, ça dépend de la façon dont on veut voir les choses, de l'échantillon. Regardez ces observations. Est-ce que vous pensez qu'elles, ces mesures, sont homogènes ou hétérogènes? On a des observations qui sont assez proches les unes des autres. Par exemple, 1,37 est proche de 1,38, qui est proche de 1,36, qui est aussi proche de 1,35. Mais on a aussi des écarts, par exemple 0,82, 0,97. Il y a donc un certain degré d'hétérogénéité dans ces observations et le coefficient de variation nous permet de saisir cette homogénéité ou cette hétérogénéité. Alors, j'ai dit homogénéité lorsque le coefficient de variation est faible. J'ai dit hétérogénéité lorsque le coefficient de variation est fort. Beaucoup de gens admettent que pour un coefficient de variation supérieur à, disons, 10 ou 15%, on peut admettre que l'échantillon est relativement hétérogène. Quand le coefficient de variation est inférieur à cette limite, disons 10 ou 15%, on suppose que l'échantillon est relativement homogène. Le kurtosis est égal à 0,154. De quoi s'agit-il? Eh bien, le kurtosis est un paramètre de forme. En fait, dans ce tableau, il y a deux paramètres de forme, le kurtosis et le skewness. Et ces paramètres mesurent respectivement le degré d'aplatissement, c'est le kurtosis, et le degré d'asymétrie, c'est le skewness, de l'échantillon à l'étude. Pour une distribution normale, parfaitement symétrique, le kurtosis est égal à 3, et c'est donc pour nous une limite, une référence à partir de laquelle on peut décider si l'aplatissement de la distribution d'un échantillon est assez prononcé ou assez faible. Alors, j'ai dit assez prononcé ou assez faible par rapport à l'aplatissement de la loi normale, de la courbe en cloche. Et cet aplatissement vaut 3 dans le cas de la loi normale. Le kurtosis d'une distribution normale égale à 3. Et si vous avez une distribution comme la nôtre, qui a un kurtosis de 0,154, donc qui est inférieur à 3, cela signifie que la distribution est très aplatie. Et on parle de distribution platykurtique. Des distributions symétriques comme la loi normale, on parle de forme mésokurtique. Et pour des kurtosis supérieurs à 3, on parle de forme leptokurtique. Quand le kurtosis est supérieur à 3, cela signifie que les données sont très concentrées autour de la moyenne. N'est-ce pas? Il y a une forte concentration des observations autour de la moyenne. Ce n'est pas le cas ici. Notre kurtosis est inférieur à 3. Cela veut dire qu'il y a une forte dispersion. Il y a un éparpillement des masses de cerveau de notre échantillon par rapport à la moyenne. Les observations sont très éparses par rapport à la moyenne. C'est le degré d'éparcité, si on peut dire, des observations. Alors, le skewness, le coefficient d'asymétrie, est négatif et il vaut moins 0,236. Il est négatif, cela ne nous étonne pas, puisqu'on a fait remarquer, la médiane étant supérieure à la moyenne, qui elle-même est supérieure au mode,
est une indication que la distribution des masses de cerveau pour ces primates est asymétrique vers la gauche. Alors, vers la gauche, c'est donc négatif, ce qui est confirmé par le skewness. Ce coefficient d'asymétrie, ce skewness, est-ce qu'il est très élevé ou est-ce qu'il est très faible? Il faut répondre à cette question en regardant le coefficient d'asymétrie d'une distribution parfaitement symétrique comme la loi normale. Pour de telles distributions, le skewness vaut 0, il n'y a pas d'asymétrie. Et donc un coefficient de moins 0,236 indique une légère asymétrie par rapport à la normalité. Alors le range est aussi un paramètre de dispersion. C'est l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale observée sur l'échantillon. Le primate qui a la masse de cerveau la plus faible a 0,82 kg et la plus grosse masse observée est de 1,78 kg. En faisant 1,78 moins 0,82, on obtient le range. Donc l'étendue est de 0,96.